Radio J, il est 15h35, c'est Radio J, c'est Philosophie, une émission de Blandine Kriegel. Le thème du jour, Hume et l'empirisme, philosophie et morale. Aujourd'hui, pour en débattre, le docteur Marielle David, pédopsychiatre, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix. Blandine Kriegel, bonjour. Merci à notre réalisateur Philippe Surpin. Et nous commençons tout de suite, n'est-ce pas, par ce philosophe très intéressant et assez peu connu, bien qu'il y ait aujourd'hui un regain d'intérêt, n'est-ce pas François? Oui. David Hume, 1711-1776, et c'était pourtant une des étoiles des Lumières écossaises. Il a été d'ailleurs l'ami d'Adam Smith. Il a influencé des grands philosophes, n'est-ce pas, comme Kant et comme Husserl, en tout cas qui ont débattu avec sa philosophie, et en vérité c'est le grand tome de l'empirisme, et nous commençons donc la lecture par deux textes de Hume, qui sont dédiés au fond l'un à la philosophie, à la théorie de la connaissance, et l'autre à la morale. Hume et l'empirisme, philosophie et morale. Alexis. Nous pouvons diviser toutes les perceptions de l'esprit en deux classes et espèces. Les moins fortes et les moins vives sont communément appelées pensées ou idées. L'autre espèce, appelons-la les impressions. Par le terme impression, j'entends toutes nos plus vives perceptions que nous entendons, voyons, touchons, aimons, haïssons, désirons ou voulons. Toutes nos idées ou perceptions plus faibles sont des copies de nos impressions ou perceptions plus vives. Pour moi, il y a seulement 3 principes de connexion entre les idées, à savoir ressemblance, contiguïté et relation, de cause à effet. Enquête sur l'entendement humain. Puisque les perceptions se réduisent à 2 genres, à savoir les impressions et les idées, cette distinction fait naître la question morale. Est-ce au moyen de nos idées ou au moyen de nos impressions que nous distinguons le vice de la vertu? Puisque la morale a une influence sur les actions et les inclinations, il s'ensuit qu'elle ne peut provenir de la raison. La moralité ne consiste pas en des relations qui sont des objets de la science, elle ne consiste pas en un fait que l'entendement puisse découvrir. Le vice et la vertu peuvent donc être comparés au son, aux couleurs, à la chaleur et au froid, qui d'après la philosophie moderne ne sont pas des qualités appartenant aux objets, mais des perceptions de l'esprit. À ce premier texte, merci cher Alexis, j'ajouterai 2 phrases qui manquent à mon avis, et qui sont les suivantes, hein. 2 phrases de Hume, bien sûr. Alors, dans l'enquête sur l'entendement humain, la fin de ce texte, c'est ceci. Tous les objets de la raison peuvent se diviser en 2 genres, les relations d'idées et les faits. Tous les raisonnements sur les faits paraissent fondés sur la relation de cause à effet, la relation de causalité. La connaissance de cette relation ne s'obtient pas par des raisonnements a priori, mais par l'expérience. Et, deuxième phrase, concernant cette fois-ci la moralité, les qualités utiles de l'esprit sont vertueuses en raison de leur utilité. C'est à la force et la sympathie qu'il faut attribuer l'approbation de toutes les vertus utiles à la société. Donc, revenons à notre homme, à notre philosophe et à ce texte. Eh bien, comme je le disais, n'est-ce pas, c'est un des représentants les plus significatifs des Lumières écossaises. Il est né à Édimbourg, d'une famille calviniste, presbytérienne, mais il est l'exemple type de l'empirisme conservateur au Royaume-Uni pour 2 raisons. D'abord, il est demeuré, n'est-ce pas, dans la tradition, disons, si vous voulez, de la philosophie pragmatique anglaise, mais surtout, il est demeuré également conservateur, et c'est peut-être pour cela que, en fait, il a été, comme le disait notre ami Didier Deleuil, à qui nous voulons dédier, n'est-ce pas, cette émission, le professeur Didier Deleuil, excellent spécialiste de Hume, et grâce à qui on doit, avec d'autres, avec Deleuze, avec Michel Bessade, l'intérêt nouveau qu'il y a eu pour Hume. Et sa carrière a été empêchée, il a dû écrire et réécrire. D'ailleurs, les 2 textes que nous avons, ce sont des textes au fond d'une même problématique, mais qu'il a repris, le deuxième étant le premier. Il a fait des voyages en France,
Il a même stationné au collège de la Flèche, là où Descartes avait fait ses études. Et puis ensuite, il est venu évidemment à Paris, où il est devenu l'ami des encyclopédistes. Et il s'est brouillé, j'allais dire comme tout le monde, avec Jean-Jacques Rousseau. Donc, mais venons-en au texte, n'est-ce pas, à ces deux textes. Le premier, donc, on l'a vu, concerne la philosophie, c'est la théorie de la connaissance, comme disent les philosophes. Alors, et le second touche à la morale. Que dit-il dans ce premier texte ? Eh bien, d'abord, au fond, la connaissance qui est inscrite dans un scénario classique, traditionnel, celui de la perception. Et d'ailleurs, c'est celui que Kant et Husserl, lecteurs de Hume, retiendront. Mais donc c'est la première chose. Deuxième chose, il y a, dit-il, deux classes de perception, les impressions et les idées. Quelle différence existe entre elles ? Eh bien, les impressions, ce sont tout simplement les sensations. Il donne la liste: voir, toucher, aimer, haïr, désirer, vouloir. Donc la passion, les impressions, au fond, relèvent de la passion ou des affects, comme on disait encore. Les idées, elles, ne sont pour lui, et c'est donc une hiérarchie, que des copies, n'est-ce pas, moins fortes, moins puissantes des sensations, qui sont liées entre elles, notamment par la relation de cause à effet, de causalité. Et Hume ajoute, c'est pourquoi j'ai relu cette phrase, que cette causalité ne repose pas sur des jugements a priori, comme pour d'autres philosophes, mais sur l'expérience, puisqu'en fait on ne peut pas connaître la cause, on ne connaît que les effets. Alors le second texte, eh bien, lui touche à la morale, et Hume nous dit qu'il en va de même pour la morale. La morale, n'est-ce pas, c'est-à-dire pour la recherche de la vertu, et la distinction entre le vice et la vertu, n'est pas fondée sur des idées, mais sur des impressions. Alors, quelles impressions ? Eh bien, des impressions, dit Hume, qui ne portent pas sur des faits, mais on dit aujourd'hui qu'elles portent sur des valeurs. On voit bien que ce ne sont pas des faits. Mais Hume ajoute, n'est-ce pas, qu'il s'agit donc de perceptions de l'esprit. Ce sont des perceptions, mais des perceptions de l'esprit. Et il en donne également une liste: le plaisir, la douleur, l'agréable, le désagréable, la sympathie, l'antipathie, l'utile, l'inutile. Et il ajoute, et c'est évidemment fondamental pour sa conception de la société, n'est-ce pas, que la sympathie ou l'utilité sont les deux leviers de la société politique. Pour le coup, eh bien, on peut dire que cette démonstration empiriste de Hume a fait mouche. Pourquoi ? D'abord, premièrement, parce qu'elle a réévalué, n'est-ce pas, le sensualisme. On disait aussi, et ce sera le mot de Kant, le terme de Kant, l'esthétique au XVIIIe siècle, n'est-ce pas ? Elle a donné une place, et c'est le deuxième aspect fondamental, inédite à l'expérience. On se rappelle que l'Angleterre est le pays de Newton, réveillant Kant, comme il l'a dit dans un petit ouvrage, Prolégomène à toute métaphysique future, que c'est Hume qui l'a réveillé de son sommeil dogmatique. Et parce que, au fond, Hume estime que on ne peut pas connaître sans s'appuyer sur l'expérience, n'est-ce pas ? Et c'est un des aspects que Kant retiendra, mais nous l'expliciterons. Alors de là aussi, évidemment, un certain nombre de questions. Est-ce qu'on peut fonder la connaissance et la morale et la politique simplement sur des impressions de l'esprit ? Quel rapport existe-t-il entre cette position et, ça j'ai oublié peut-être de le dire d'emblée, le caractère absolument conservateur du Tory, n'est-ce pas, qu'était Hume ? Hume dit dans ses traités politiques, dans ses discours politiques, qu'il préférera toujours la monarchie absolue à la République démocratique. Bref. Et troisième question, est-ce que l'empirisme de Hume définit ou non un courant anglo-saxon opposé, différent du courant continental ? Alors je vais commencer par vous, Alexandre, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pourriez nous indiquer le contexte historique, politique et intellectuel dans lequel la pensée de Hume s'est développée et répondre aux interrogations que nous posons ? Le contexte dans lequel Hume a commencé à fleurir sur le plan intellectuel est un contexte, je dirais, peu compatible, au fond, avec ce qu'est l'Écosse. Il était véritablement en opposition totale à la culture profondément whig, parlementaire et même républicaine
du protestantisme écossais. C'est pour ça qu'il n'a pas été applaudi au début. Oui, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Donc, en effet, oui. Alors, bien entendu, comment peut-on comprendre cela ? Eh bien, tout simplement parce que, un petit peu comme des voies de chemin de fer qui, lorsqu'elles reculent à la gare de Lyon, finissent par se rencontrer, il y a une rencontre tout à fait évidente entre Hume et un grand esprit de son temps, c'est Adam Smith. Et Adam Smith, lui, est le fondateur de l'économie politique moderne, et il considérait, bien entendu, que, en réalité, l'économie politique moderne était une science morale. Et donc, en effet, il y a entre Hume et l'empirisme historique conservateur de Hume d'un côté, et puis l'économie politique de Adam Smith, une rencontre tout à fait évidente. Et en effet, à partir de là, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit que là, Hume a triomphé. Autant, disons, il y avait une philosophie empiriste anglaise qui existait, mais la véritable philosophie devient l'économie politique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de capture, grâce à Hume, car il est le véritable auteur de tout cela, de l'économie politique à partir d'Adam Smith et jusqu'à Keynes. C'est-à-dire qu'en fait, les fondements de la pensée de l'économie devient une philosophie véritable dans le domaine anglo-saxon, et elle va gagner les États-Unis par la suite. Oui, merci beaucoup Alexandre, parce qu'on comprend à partir de ce que vous dites pourquoi Hume, au fond, s'éloigne. Hume et toute cette philosophie des Lumières, n'est-ce pas, influencée par lui, s'éloigne au fond de l'école du droit de la nature et des gens, ne fonde pas la morale sur le droit, oublie le droit, oublie même la justice, dont il dit qu'elle n'est pas naturelle, qu'elle est toujours artificielle. Et on comprend, au fond, une espèce de pente, n'est-ce pas, qui va marquer tous nos contemporains, la pensée contemporaine, vers non seulement l'économie, comme vous l'avez très bien exposé, mais l'économisme. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose à cela, Alexandre ? Mais c'est simplement le contraire, évidemment, de ce que pense Kant. Car Kant, évidemment, ne peut qu'être indigné par toute cette pensée de Hume, mais en même temps, il la voit comme véritablement le contrepoison à ce qu'est la pensée de Leibniz. Et en effet, quand il parle de Wolff est en fait un véritable continuateur de Leibniz. C'est un peu, si vous voulez, comme Althusser et Balibar. C'est-à-dire que Wolff, c'est un Leibnizien orthodoxe qui chante à tue-tête à l'office pour se faire entendre. Mais c'est un imbécile. Et alors donc, c'est une réduction de la pensée de Leibniz. Et ça, Kant le pense tout à fait. Donc il faut qu'il combatte Wolff, donc en fait le leibnizianisme, le providentialisme leibnizien, par l'empirisme, qui est une douche froide, glacée, qui est tout à fait contraire à la pensée de Kant, mais il pense que ça lui fait du bien, parce que lui-même est un piétiste, et il pense que les douches glacées, de temps en temps, réveillent. Alors, et vous, François, comment vous interprétez, bon, c'est très connu, n'est-ce pas, cette phrase de Kant, qui explique que, au fond, c'est Hume qui a été le grand moment, le grand tournant dans l'histoire de la philosophie depuis Locke et Leibniz, c'est que lui, n'est-ce pas, lui, Hume, disant que la raison se trompe entièrement sur son concept, qu'il est impossible de la raison de penser a priori, qu'elle doit s'asseoir sur l'expérience, eh bien, l'a réveillée de son sommeil dogmatique. Alors, tout à fait, comment vous commenteriez ça ? Mais avant, peut-être, si vous me le permettez, François, non, mais je veux faire les deux. Dire quelques mots sur notre ami. Oui, je veux faire les deux qui ont un rapport direct. Là, on a déjà évoqué naturellement l'importance de Hume non seulement dans la pensée économique, mais enfin, dans le phénomène économique et industriel qui nous fait. Nous sommes des sociétés industrielles. Donc l'importance de Hume et d'Adam Smith, son ami, comme l'a dit Alexandre, qui ont à mon avis une divergence sur le providentialisme, mais j'y viendrai, sont des fondateurs. Alors c'est certainement notre ami et collègue Didier Deleuil qui a tout de même mis l'accent d'une façon très, très forte, enfin très novatrice, en 1979, si je me souviens bien. Hume et la naissance du libéralisme économique, c'est un livre qui est aujourd'hui cité mondialement. Enfin, à chaque fois qu'il est question de Hume, on cite Didier Deleuil, qui d'ailleurs avait déjà
bien avant, fait un petit Hume chez Nathan pour les classes, etc. Avait traduit aussi Lettre à un ami, où Hume s'explique sur les accusations d'athéisme dont il a été la victime, etc. Je laisse chacun juger s'il se défend bien, ou si après tout, bien, s'il admet cet athéisme, je ne le crois pas parce que c'était pas possible. Alors, ce qu'a fait Didier Delolles, c'est intéressant, à tous égards, bien sûr. J'y reviens une seconde. D'abord, il comprend bien que Hume cherche une anthropologie qui ne soit pas imaginaire, qui ne soit pas une fiction de nature humaine, mais qui soit, si on veut, ce que l'expérience nous apprend de la nature humaine. Donc il cherche évidemment, si je puis dire, un appui des données expérimentales, celles qu'on a sous les yeux, à tester constamment, etc., sur ce qu'est l'homme. Et alors moi, je voudrais souligner, après Didier Delolles, que pour lui, l'homme, c'est au fond l'activité. Oui. L'homme veut s'activer. Alors on peut appeler ça l'homme industrieux. Bon, en tout cas, il s'agite, il exerce ses facultés, et en particulier, donc, dans le domaine économique, on a l'exemple même, si on veut, de cet exercice intense, jouissif peut-être, c'est possible, hein, dans le commerce et peut-être dans l'industrie. Alors, je souligne quand même que quand il écrit, 1750, on n'en est tout de même pas tout à fait à ce qu'on a appelé l'industrie mécanisée, puisque, je donne une date. Richard Arkwright, dans les années, si je me souviens bien, 1771, fait breveter sa mule Jenny automatique. Avant, c'est pas vraiment l'industrie mécanique dont parle Marx dans le Capital, etc. Néanmoins, nous avions, Delolles et moi, écrit le corps productif en 1972, et il est certain que dans Hume et la naissance du libéralisme économique, ce concept de corps productif, qui est, si on peut dire, relativement anachronique à l'époque de Hume, est quand même en usage. Parce que Hume comprend très bien que ce qui se développe, c'est cette activité industrieuse qui finit par aboutir à l'industrie elle-même. Oui, François. Oui. Alors, donc, vous êtes un homme des Lumières, cher François. Oui, en partie. L'autre question que je veux poser, est-ce que Hume est véritablement l'homme de toutes les Lumières? Parce que j'en viens à sa philosophie morale et politique, n'est-ce pas, qui, au fond, taille des croupières à l'école du droit de la nature et des gens. Non seulement son scepticisme religieux, n'est-ce pas, que, évidemment, il a présenté d'une façon possible au XVIIIe siècle, mais d'une manière plus générale, son éloignement total, au fond, du droit. Alors, peut-être la question que je vais poser d'abord rapidement à Marielle et ensuite à notre ami Alexis, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut fonder la société, n'est-ce pas, puisque les rapports entre humains, comme l'ont fait beaucoup les philosophes des Lumières, sur la sympathie et l'utilité, n'est-ce pas? Et est-ce que c'est suffisant? Marielle, est-ce que vous diriez quelque chose là-dessus? Sympathie et utilité. Bon, moi j'ai vraiment quelque chose à dire sur ce texte. Parce que, en tant que pédopsychiatre, je m'efforce de comprendre ce que c'est que les sensations. Ce n'est pas encore les perceptions de l'esprit. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les sensations, pour Hume, c'est pas la même chose. C'est ce qu'un bébé perçoit avant de penser, on peut dire. Hein? Il a des sensations de son corps propre et des sensations qui viennent de liaisons assez mystérieuses de sa mère. Puis, il va articuler quelque chose à la pensée et, curieusement, le bébé va se dire « ça me vient de quelque chose, ça me vient de quelqu'un, ça me vient de très haut, voilà ». C'est-à-dire que la première pensée personnelle de l'enfant est de croire à un Dieu. Et c'est à partir de là que nous avons le symbolique. Merci beaucoup, Marielle. Et à partir de là, nous aurons la pensée. Alors, je voudrais savoir si notre ami Alexis nous écoute. Est-ce qu'Alexis nous écoute? Il est avec nous? Non, il n'y a personne qui est avec nous. Donc, Alexis, j'aurais voulu vous donner la parole, mais apparemment, vous n'êtes pas. Alexis, on vous entend? Il n'est pas là. Non, il n'est pas là du tout. Ah, écoutez, malheureusement, n'est-ce pas, nous n'avons pas Alexis. Bon, écoutez, alors nous allons continuer entre nous et je vais donc reposer ma question. Et cette fois-ci, au fond, sur Alexandre, si vous le voulez bien, sur le scepticisme et le scepticisme de Hume, et d'une certaine façon, au fond, sur la place de l'empirisme d'un côté
et au fond, de ce que nous appelons à tort ou à raison le rationalisme, n'est-ce pas, de l'autre, des deux côtés de la Manche. Qu'est-ce que vous pensez, Alexandre, de cette philosophie empirique? Je vous poserai la même question après. François, vous avez dit tout le bien que vous en pensez, mais Alexandre, est-ce que... Toute notre formation kantienne, justement, et la formation aussi cartésienne, qui nous vient des études françaises, fait que nous ne pensons aucun bien de l'empirisme. Donc, essayer de comprendre pourquoi l'empirisme a représenté quelque chose de fort et d'incontournable dans l'histoire de la philosophie occidentale, c'est un effort sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur la spontanéité française, qui est tout sauf empiriste. Et en effet, qu'est-ce qui nous dit finalement en quoi l'expérience est quelque chose de beaucoup plus important que tout ce que l'on avait imaginé? Eh bien, d'une certaine manière, il faut se projeter jusqu'à la période contemporaine, la période d'Einstein. Oui. Quelle est la supériorité, justement, d'Einstein par rapport même, disons, à ses maîtres mathématiciens qui l'ont poussé finalement à formuler la théorie de la relativité générale? Eh bien, c'est qu'à un moment donné, à la différence des purs mathématiciens, il a pensé qu'il fallait aller jusqu'à l'expérience décisive. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce lien qui s'est fait de manière très forte entre Einstein et Eddington. Eddington, qui était véritablement un newtonien, expérimentaliste, mais qui, à un moment donné, a été saisi par la grandeur einsteinienne et qui est allé, lui, donner les expériences vérifier, le lendemain de la guerre de 14, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, enfin bref, se mettre dans des conditions expérimentales tout à fait difficiles. Et il y est arrivé, le miracle est arrivé, il a fait la démonstration expérimentale de la déflexion du rayon lumineux à partir et donc il a été véritablement l'homme de l'expérience décisive pour Einstein. Oui. Eh bien, cela, c'est la façon dont Einstein a toujours voulu arriver à une validation expérimentale et non mathématique de la théorie de la relativité. Et alors vous avez fait l'apologie, François, du corps productif, n'est-ce pas, de la production. L'apologie, là, je n'ai pas à le faire. Non, mais c'est pour comprendre. Oui, Didier Deleuil a utilisé ce concept de corps productif constamment dans son parcours, si on veut, du Hume, penseur de l'économie et du libéralisme économique. Sensualisme, pardonnez-moi juste d'interruption, alors que c'est Condillac qui est véritablement l'inventeur de l'idée même de sensualisme, mais elle a eu une telle popularité en Angleterre qu'elle a fini par devenir Condillac, absolument. Moi, je voudrais dire un mot sur l'utilité en morale. Ah, l'utilité. L'utilitarisme si important pour Adam Smith, par exemple. Il y a une tournure cauchemardesque de l'utilité comme critère de la vie morale, de la vie sociale morale. D'abord, les inutiles. Les aristocrates ne travaillent pas. Les inutiles pourraient très bien passer à la trappe, et c'est ce qui est arrivé. Alors, les nihilistes russes ont repris la thèse de l'utilité sociale. Ce qui est utile. On pose la question et Netchaïev lui répond. On pose la question. Vous tueriez votre mère? Netchaïev répond. Oui, si c'est utile. Utile. Donc le lien social... Ça a d'ailleurs été fait dans l'Union soviétique stalinienne. Bien sûr, mais naturellement. Le lien social, plus fort que la raison, plus fort que la loi, plus fort que l'État, plus fort que la morale, parce qu'en réalité, ce n'est pas une morale. C'est pas une... voilà. Alors donc, il y a une dérive terrible du critère de l'utilité comme critère de la vertu, c'est-à-dire en réalité donc de ce qui est... de ce qu'il faut garder, si on veut. Alors, cela dit, j'ajoute quand même un mot. Lui, Didier Deleuil, il s'est orienté tout autrement, vers la fin surtout, sur les cyniques. Il a publié les dialogues, ceux qui nous restent, il s'est intéressé intensément aux cyniques et avec un fort investissement. Or, qu'est-ce que c'est qu'un cynique? C'est quelqu'un qui considère que les préjugés moraux sont à jeter à la poubelle. La société
zéro, la société dehors. Le cynique est quelqu'un, si on veut, qui fonde son éthique, parce qu'il y en a une, et même une vertu, sur la contradiction radicale avec ce qui est considéré comme socialement utile. Eh bien, ce n'est pas si loin de Hume, parce que Hume, n'est-ce pas, dans son traité de la nature humaine, dit que dans la justice, il n'y a rien de naturel, n'est-ce pas, qu'elle est entièrement et seulement artificielle. Et donc, nous sommes donc très loin de la loi naturelle, hein, très, très loin. Encore un mot. Absolument, oui. Encore un mot. Vous avez la conclusion, chère Marianne. Non, j'ai pas. Non. Bah écoutez, alors bien que. Alors juste un mot à la mémoire de notre ami Didier Delol, qui était un homme absolument généreux, bienveillant, qui a laissé sa bibliothèque à la bibliothèque de Nanterre, et ce qu'il ne pouvait pas encore y mettre, eh bien il l'a distribué à ses amis philosophes, et nous en sommes les bénéficiaires, cher François. Donc, est-ce que je peux dire un mot sur son investissement philosophique qui était très grand, intense? Il a appelé son fils David parce qu'il était dans la lecture de David Hume. Donc il en faisait une affaire, si on veut, très personnelle et même intime. Écoutez, espérons, n'est-ce pas, que c'est Man et c'est sa famille, n'est-ce pas, qui a si bien administré au fond ses volontés, nous entendent. Voilà. À très bientôt, chers amis. Donc la prochaine fois, nous nous intéresserons cette fois-ci directement à Kant. Évidemment, c'est la suite de Hume.